Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast présenté par Popex, actualité et analyse des idéologies, des discours, des mouvements populistes, extrémistes et complotistes. Aujourd'hui, pour parler de la liberté d'expression, nous rencontrons Zoé Vrolix, avocate au barreau de Liège et professeure à la Haute École Libre Mosane, ELMO. Bonjour Zoé. Bonjour. Zoé, tu es spécialiste en droit constitutionnel. Nous allons aborder ensemble la question de la liberté d'expression. Quel est ce droit? Que comprend-il? Quelles sont ses limites? Et que dit la loi? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourrais-tu nous expliquer, en Belgique et en Europe, quels textes juridiques ou quelles lois reconnaissent et garantissent la liberté d'expression? En Belgique, c'est un droit qui a été consacré dès l'origine de la Belgique, donc dès 1831, dans notre constitution, donc dans notre charte fondamentale. À l'article 19, donc c'est un article qui est resté inchangé depuis lors, et qui est assez bref. Il reconnaît la liberté d'expression, et également la liberté des cultes. Mais on a également d'autres dispositions plus particulières qui vont également consacrer la liberté d'expression dans des domaines un petit peu plus particuliers. Par exemple, on a une disposition, l'article 24, qui consacre la liberté d'enseignement. On a également une autre disposition, qui est l'article 25, qui consacre la liberté de la presse. Donc ce sont toutes des dispositions qui datent de 1831 et qui sont restées plus ou moins inchangées depuis lors. Au niveau européen, donc là, ça se passe plutôt du côté du Conseil de l'Europe, où on a la Convention européenne des droits de l'homme. Dans cette convention, il y a un article 10 qui consacre la liberté d'expression. Cet article est important même en Belgique. Pourquoi? Parce que la Convention européenne des droits de l'homme a des effets directs chez nous, et dans la jurisprudence, on considère que l'article 19 de la Constitution et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme forment un tout indissociable, et donc les juges belges, donc comme la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle est amenée à se pencher sur la liberté d'expression, va prendre en compte tant les garanties de l'article 19 de notre Constitution, qu'éventuellement d'autres garanties peut-être plus larges ou plus particulières qui seraient issues de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La liberté d'expression est un droit fondamental. Quels sont les autres droits fondamentaux? Il y en a quand même beaucoup. On a le respect de la vie privée, par exemple. On a le droit de se réunir, la liberté d'expression. Il y a aussi la liberté d'enseignement. C'est aussi vu comme un droit fondamental. Il y a des droits économiques et sociaux qui sont plutôt vus comme des droits de la deuxième génération. On trouve par exemple le droit à un environnement sain dans la Constitution. Donc ça, ce sont des droits qui sont apparus plus tard, donc au fil de l'existence de la Belgique, et qui ne date donc pas nécessairement de 1831, mais on retrouve en tout cas dans le titre 2 de la Constitution belge toutes sortes de droits et libertés fondamentales qui s'appliquent aux Belges, mais également à toute personne présente sur le territoire de la Belgique. Les droits fondamentaux sont-ils des droits inattaquables? Que recouvre la notion de droit fondamental, ou autrement dit, qu'est-ce qu'un droit fondamental? On a donc la consécration de la liberté d'expression dans deux facettes. Une facette positive qui est la liberté de donner son opinion, la liberté de divulguer des informations. Et puis après, d'un autre côté, on a une facette négative qui est également la liberté de recevoir des informations. Ce sont deux facettes de ce droit fondamental qui sont consacrées. Maintenant, on pourra certainement en parler tout à l'heure, on verra que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'absolu. En ce qui concerne plutôt le contenu vraiment de la liberté d'expression, on se rend compte à la lecture des textes, mais également surtout de la jurisprudence, parce que c'est ça qui est important pour les droits fondamentaux, c'est aussi de prendre en compte la jurisprudence, vu que comme je l'ai dit, ce sont des textes généralement qui sont courts et donc qui sont interprétés par les juridictions. Et donc on peut comprendre dans la jurisprudence que la liberté d'expression, elle a une portée très large, qu'elle s'applique tant à des choses qui sont communes, mais aussi à des propos qui peuvent fâcher, qui peuvent être contredits par d'autres personnes, qui ne plaisent pas nécessairement à tout le monde. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental parce qu'on considère qu'elle est primordiale dans une société démocratique. Quand je dis on, ce sont les hautes juridictions, la Cour constitutionnelle, la Cour européenne des droits de l'homme, estiment que la liberté d'expression est un fondement essentiel d'une société démocratique, et que pour que cette liberté, ce droit fondamental soit appliqué correctement, ça doit s'appliquer
aux informations, aux idées qui sont accueillies avec faveur ou qui sont inoffensives, mais également aux informations qui peuvent choquer, qui peuvent inquiéter, qui peuvent même heurter les personnes. La liberté d'expression est un droit fondamental. Tu évoques des sujets communs, inoffensifs, mais aussi des sujets qui fâchent. Dès lors, je te pose la question, au nom de la liberté d'expression, peut-on tout dire ? Non, justement, c'est vrai que la liberté d'expression est un droit fondamental, mais n'est pas absolu. Déjà, dans la Constitution, mais aussi, surtout, dans la Convention européenne des droits de l'homme, on remarque au niveau de la structure de la disposition qu'on a un paragraphe premier qui va consacrer la liberté d'expression, qui va consacrer le droit fondamental, et puis après, on a un deuxième paragraphe qui va prévoir des limitations à cette liberté, à ce droit fondamental, des limitations à la liberté d'expression. Et donc, ce sont finalement des situations dans lesquelles quelqu'un va pouvoir quand même être poursuivi, va pouvoir être réprimé, sanctionné pour des propos qu'il tient et donc pour l'exercice de sa liberté d'expression. Il y a donc dans cet article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ce qu'on appelle les hypothèses de limitation générale pour restreindre un droit fondamental dont la liberté d'expression. Il faudra donc respecter 3 conditions, c'est-à-dire qu'il faut que cette limitation soit prévue par une loi. Alors une loi au sens de la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est pas tout à fait le même sens qu'on entend le mot loi en Belgique comme texte législatif voté par une assemblée parlementaire. C'est quand même plus large. En tout cas, on voit dans la jurisprudence que la loi peut même finalement revêtir la forme ici, par exemple, d'un arrêté ministériel, d'un arrêté royal, d'un arrêté de gouvernement, voire même de quelque chose de moins officiel. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que cette limitation doit viser un des objectifs légitimes qui est énoncé dans l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans les objectifs légitimes, on retrouve par exemple la sécurité nationale, la défense de l'ordre, la sûreté publique. Tout ça, ce sont des objectifs légitimes. Il y a aussi la santé, la morale. Finalement, c'est presque tout ce qui est protection des droits et la réputation d'autrui, par exemple. On se rend compte que dans les faits, on rencontre généralement un objectif, en tout cas une limitation peut généralement rencontrer un de ces objectifs. Là où ça devient plus compliqué, en fait, c'est par rapport à la troisième condition. La troisième condition, c'est que la limitation à la liberté d'expression, pour être admise, elle doit être nécessaire pour atteindre l'objectif visé. Donc pour atteindre cet objectif qui était la deuxième condition, c'est-à-dire qu'on va vérifier que pour atteindre cet objectif, on n'aurait pas pu prendre un autre moyen que la limitation qui est ici acceptée. Là, il va y avoir plus de pouvoir d'appréciation discrétionnaire parfois des tribunaux pour déterminer si oui ou non la limitation finalement est acceptable au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH et donc aussi de notre constitution à nous, vu que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le tout doit être vu comme un ensemble indissociable. Entrons dans des cas concrets, comme par exemple l'incitation à la haine raciale. A-t-on le droit de tenir des propos racistes en Belgique ? Oui et non. Oui, donc dans le sens où on a cette liberté d'expression, mais non dans le sens où il y a quand même une répression des discours haineux qui sont inspirés par le racisme et la xénophobie en Belgique, sous certaines conditions, notamment des conditions de publicité. On a une loi en Belgique, qui est une loi du 30 juillet 1981, qui réprime des actes qui sont inspirés par le racisme et la xénophobie, et qui va apporter du coup certaines limites à la liberté d'expression. Le législateur veut ici réprimer les personnes qui vont diffuser des idées, des informations qui sont inspirées par la haine raciale. Il y a des conditions, c'est-à-dire, donc, j'ai dit tout à l'heure, des conditions par exemple relatives à la publicité. Donc en fait ça, la loi de 1981 va renvoyer à un article du Code pénal qui est l'article 444 et qui vise des situations où on considère que les propos sont publics. Donc quelqu'un qui, chez lui seul, va tenir un propos raciste ne tombera pas sous le coup de cette loi. Et donc là, on pourra considérer que sa liberté d'expression, elle n'est pas en tout cas limitée. Par contre, si cette même personne va tenir le même propos raciste en le criant, par exemple, dans sa rue, même simplement, où là, il y a des personnes qui peuvent l'écouter, ou pire, dans un amphithéâtre d'université, dans une salle de sport, dans une salle de spectacle, à ce moment-là, la condition de publicité pour permettre cette limitation à la liberté d'expression parce qu'il s'agit d'un discours raciste va être remplie et donc
la personne pourrait être poursuivie pénalement pour les propos racistes. Et donc là, on se rend compte que, oui, il y a une limite à la liberté d'expression, et donc non, on ne peut pas tout dire. On va faire une balance entre divers droits, finalement. La liberté d'expression qui est un droit, mais aussi le droit à la vie privée, le droit à la réputation des personnes qui pourraient être touchées par des insultes, des propos racistes. Quelles sanctions risque-t-on en ayant des propos racistes, que ce soit dans la rue, à l'école ou à l'université, comme tu le dis, dans un club ou lors d'un événement quelconque? Ça va être des sanctions de droit pénal, donc des amendes et ou un emprisonnement. Si jamais ce sont des propos qui peut-être sont dits par écrit, on pourrait aussi voir une autre sanction qui est le fait de devoir évidemment supprimer l'écrit. Donc là on sort du pénal, mais c'est une peine accessoire qui serait de supprimer l'écrit, qui peut-être serait diffusé sur internet par exemple, et donc il y aurait une grande audience. Hormis le cas du délit de presse dont on parlera peut-être tout à l'heure, ce sont des sanctions qui sont prononcées par le tribunal correctionnel, qui est donc un juge pénal. Depuis la loi de 1980 tentant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, les discours racistes ont évolué. Aujourd'hui, il n'est plus question de race, mais plutôt de culture ou de religion. Et donc, comment distinguer un discours raciste d'une critique ou d'un rejet d'une autre culture ou d'une autre religion? Et finalement, a-t-on le droit de critiquer la culture ou la religion de quelqu'un? Ça, c'est toute la difficulté des propos tenus, et donc, vu que les lois sont généralement écrites de manière assez générale, on va devoir regarder, lire la jurisprudence pour essayer de comprendre, de cerner ce qui va pouvoir être poursuivi ou pas. La difficulté aussi, c'est toujours de rechercher quelle était vraiment l'intention derrière les propos, quelle était l'intention de la personne, parce qu'évidemment, la personne qui ne va pas avoir des propos racistes très clairs, où là, on se dit, voilà, c'est clairement de l'incitation à la haine raciale, mais que ça va être peut-être parfois de manière détournée, elle va se défendre en disant que, plutôt sur le ton humoristique, etc. Et donc, la frontière entre parfois les propos, la haine raciale et ce qui peut être vu simplement comme un peu offensant, ou même peut-être très offensant pour la personne, mais où la liberté d'expression doit primer, cette limite est souvent difficile à placer. Donc ce sont les juges finalement qui vont décider où placer la limite, mais une fois encore, un juge n'est pas l'autre, et donc même là, on peut avoir des différences de point de vue, et c'est toute la difficulté de la matière, parce qu'on n'a pas des réponses tout à fait claires là-dessus. On a entendu parler quand même pas mal de répression du blasphème, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a une répression du blasphème en Belgique? En tout cas, il n'y a pas de loi particulière qui va réprimer l'outrage à la religion, l'outrage à une divinité. Ça n'existe pas comme ça, donc il faudra retomber sur le système de limitation générale à la liberté d'expression, et donc pas nécessairement de loi particulière. Et donc il faut se rapporter à la jurisprudence. On a déjà vu dans la jurisprudence même de la Cour européenne des droits de l'homme que la Cour, en tout cas, a déjà limité des mesures qui validé des mesures qui limitaient la liberté d'expression, en considérant que ces mesures étaient là pour protéger le droit des citoyens de ne pas être insultés dans leurs sentiments religieux. Donc là, on voit que la Cour va valider une certaine répression du blasphème et va valider des limitations à la liberté d'expression parce qu'elle considère qu'on a été trop loin dans les insultes, dans l'outrage à la religion de quelqu'un. Mais dans l'autre sens, dans une autre situation avec des circonstances différentes et particulières, la Cour a déjà rendu un arrêt différent. Donc en fait, à chaque fois, il faut se reporter aux circonstances particulières et les analyser au cas par cas. Ce qui peut laisser un sentiment dans la population, on ne sait plus trop vers où aller parce qu'on n'arrive pas à dresser quelque chose de clair, de ça c'est autorisé, ça ne sera pas autorisé. Aurais-tu des exemples pour illustrer tes propos ? Dans les affaires, par exemple, de Charlie Hebdo, on sait bien que là, ça a fait quand même grand bruit, où il y a déjà eu sanction dans ce cadre-là. Mais j'ai l'impression, maintenant c'est peut-être un sentiment assez personnel, que pour le moment, la tendance, justement, est plutôt à l'absence de répression de ce genre de propos ou de dessins, de caricatures, parce que on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la liberté d'expression, c'est aussi, c'est pas simplement la parole, hein, c'est aussi un dessin, une image, une photo. La façon de s'habiller aussi, c'est aussi un signe de liberté d'expression. Par rapport à la religion, la jurisprudence est plutôt assez en faveur de plutôt la liberté d'expression, plutôt que celle de religion. Maintenant, voilà, ça peut évoluer très vite.
Et il y a aussi une place pour la satire et l'humour qui est laissée. Et donc justement, généralement, les personnes qui sont poursuivies vont plutôt essayer de se retrancher derrière l'humour, la satire et la liberté d'expression. Et c'est souvent admis par les juges. Il faut évidemment distinguer le fait de la liberté d'expression et puis le ressenti des personnes. C'est parfois difficile. Lorsqu'on est une victime, on doit admettre que la personne qui nous a offensés ne soit pas condamnée, en tout cas qu'on ne reconnaisse pas qu'elle a été trop loin, parce qu'évidemment, c'est ses propres sentiments qui sont touchés, et ça peut être difficile à comprendre, mais les juges, eux, essayent de se mettre au milieu et d'être tout à fait neutres et objectifs. Donc voilà, ça arrive qu'on ait des décisions qui soient mal comprises, ou même dans la presse, on peut lire parfois que certaines choses soient mal comprises, mais c'est vraiment finalement une distinction à faire, à chaque fois une proportion à faire entre parfois la vie privée et la liberté d'expression. Une autre limitation à la liberté d'expression en Belgique, c'est le négationnisme. Le négationnisme, en effet, ça fait l'objet également d'une loi particulière. Donc, on a vu qu'il y avait une loi particulière qui réprimait donc les discours haineux inspirés du racisme et de la xénophobie. Il existe aussi une loi, qui est une loi du 23 mars 95, et qui va, elle, consacrer une infraction de négationnisme, mais à l'égard uniquement du génocide perpétré par le régime national socialiste allemand lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est uniquement le régime nazi, c'est la Shoah qui est réprimée par cette loi de 1995 et pas tout génocide. Alors ce qui est réprimé, il y a un comportement matériel qui consiste à nier, à minimiser, à justifier ou à approuver le génocide commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Il faut qu'on ait vraiment une négation ou une minimisation. Alors là, le législateur va même préciser la minimisation, c'est-à-dire qu'il va parler de minimisation grossière pour protéger ici aussi les recherches historiques qui seraient menées de bonne foi, suivant des méthodes scientifiques. Donc voilà, on veut quand même être assez strict dans ce qui va être réprimé. Donc il y a cette loi qui va réprimer les propos négationnistes dans ce cadre-là, et qui vient donc du coup aussi limiter la liberté d'expression. Effectivement, ici, on ne peut pas nier qu'il y a eu un génocide qui a été perpétré par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Tu évoques la Shoah, mais y a-t-il d'autres génocides reconnus en Belgique ou en Europe ? Pas dans cette loi. Donc la loi de 95, elle est vraiment consacrée à la Shoah. Maintenant, il y a eu des évolutions par rapport à d'autres génocides. Par exemple, le génocide rwandais et le massacre de Srebrenica en Bosnie. Nier ces deux génocides est également maintenant pénalement répressible. Alors, ça n'a pas été inséré dans la loi de 95, mais ça a été inséré dans une disposition de la loi de 1981 contre le racisme et la xénophobie. Ça, c'est clairement pour des raisons politiques, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais donc la négation de ces génocides sont également poursuivis, mais donc ça ne s'étend pas à tout génocide. On peut penser par exemple au génocide arménien qui, sauf erreur de ma part, n'est pas encore visé par un texte, même si ça a fait l'objet de discussions. Il faut finalement une qualification juridique de génocide, mais ce n'est pas tout, ça doit également être inscrit dans une loi, et la loi va viser le génocide en particulier, comme elle le fait avec ceux que j'ai visés juste avant. Merci pour ces précisions. Il y a quelques instants, tu évoquais la possibilité de changement des positions de la part de la Cour européenne. Des changements qui peuvent être rapides vis-à-vis de tensions entre la liberté d'expression et le droit de ne pas être blessé dans ses opinions et convictions. Observes-tu des changements ces dernières années dans la jurisprudence par rapport à la liberté d'expression ou à des formes de limitation de cette liberté ? Au niveau du concours des droits fondamentaux, on voit de plus en plus que la vie privée, le droit à la vie privée prend une place importante dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, lorsqu'elle est amenée à statuer sur la liberté d'expression. J'ai le sentiment que pendant longtemps, la liberté d'expression avait quand même une place peut-être prépondérante, si on devait tracer même une pyramide d'importance des droits fondamentaux. Mais ici, de plus en plus, on voit que, par exemple, le droit au respect de la vie privée prend une place aussi importante et va pouvoir justifier aux yeux de la Cour européenne des droits de l'homme des limitations plus importantes à la liberté d'expression. On peut le voir, par exemple, par rapport à ce qu'on appelle le droit à l'oubli, qui maintenant a été consacré dans des textes légaux, mais c'est venu de la jurisprudence.
dont la Cour européenne des droits de l'homme, qui à un moment a été amenée à statuer sur des affaires où on avait la liberté d'expression, par exemple, d'un journaliste ou d'une personne qui écrit un article qui va être publié sur Internet et qui va reprendre des faits qui sont peut-être tout à fait corrects, mais qui ne sont pas à l'avantage d'une personne. Et puis donc cette même personne, 15 ans après, lorsque par exemple elle tape encore son nom dans la barre de recherche d'un moteur de recherche Internet, elle va retomber encore sur cet article. Et donc, ces personnes ont souhaité que les articles qui ont été écrits, donc je veux dire sous le couvert de la liberté d'expression, soient supprimés parce que considérait que ça n'avait plus d'importance, que c'était par exemple, ça retraçait par exemple un accident de circulation. Il y a eu l'histoire d'un médecin qui avait été reconnu coupable d'un accident de circulation qui avait causé la mort à 2 personnes. X années après, on retrouvait encore cet article sur Internet et lui, ça mettait à mal sa réputation et il a demandé que cet article soit supprimé. Et donc ici, ça a été accepté, par exemple. Donc on voit que les juridictions vont parfois se mettre en avant la vie privée, le droit à la réputation. La personne a été condamnée, elle a subi sa peine. Face à cette liberté d'expression du journaliste ou de la personne qui n'est peut-être pas journaliste, mais qui avait écrit sur un blog ou un site d'un journal, ces faits qui sont corrects, mais qui ne sont peut-être plus pertinents 10 ans après, en tout cas lorsqu'on fait une balance avec la vie privée. Donc je pense qu'il y a une évolution dans ce cadre-là. On parle aussi de droit à l'image et c'est également lié à la vie privée. Ce qui est honneur et réputation commence vraiment à prendre une place importante dans la jurisprudence face à la liberté d'expression. Mais tout ça est certainement aussi lié au fait que les médias sont de plus en plus présents et que donc les informations circulent de plus en plus vite et restent de plus en plus longtemps aussi disponibles par rapport à un journal papier, par exemple avant, où on avait le journal qui était distribué dans sa boîte aux lettres puis il partait au carton. Ici, un article dans un journal peut peser pendant beaucoup plus longtemps sur la réputation, la vie privée d'une personne. Et la jurisprudence semble prendre en compte ça pour admettre plus de limitations à la liberté d'expression. Nous avons beaucoup discuté de la liberté d'expression d'un point de vue individuel. Mais qu'en est-il de la liberté d'expression des journalistes ou des médias ? La liberté d'expression, elle s'applique de manière très large. Donc, elle s'applique tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales. Elle va également s'appliquer aux journalistes. Maintenant, la qualité de la personne va avoir une influence sur l'étendue de la liberté d'expression. Les journalistes sont considérés comme des personnes qui vont peut-être avoir une liberté d'expression un peu plus étendue. Il y a d'autres catégories de personnes, on pense aussi aux hommes politiques, par exemple, aux parlementaires, et le sens contraire, ce serait par exemple les membres, les agents de force de l'ordre qui, eux, doivent avoir un devoir de discrétion plus important. Alors, au niveau des médias, donc là, il y a bien une liberté d'expression. Je l'ai cité tout à l'heure, il y a un article de la Constitution qui vise également la liberté de la presse. Donc on voit que dès le début, le constituant, celui qui a écrit la Constitution en Belgique, a eu son attention portée particulièrement sur la liberté de la presse et le fait que les journalistes jouent un rôle essentiel dans une société démocratique. Donc on va leur reconnaître cette liberté d'expression avec peut-être même une liberté d'expression qui pourrait être moins limitée que d'autres personnes. Maintenant, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de débats par rapport à cette liberté de la presse, parce que la presse finalement a une notion, c'est une notion très large. C'est une notion qui est interprétée par la Cour de cassation. On voit que la Cour de cassation donne une interprétation très large à cette notion de presse, qui ne concerne en réalité pas que les journalistes. Il ne faut pas avoir une casquette, une formation de journaliste pour être considéré comme étant de la presse. Toute personne, finalement, qui va publier des écrits, va rapidement pouvoir être considérée comme étant de la presse et donc, du coup, bénéficier de cette liberté de la presse qui est assez étendue. Je quitte le sol belge, mais en France, certaines personnalités politiques et médiatiques ont émis des critiques virulentes à l'égard de l'islam. Je pense à une affaire en particulier où le tribunal de grande instance de Paris a conclu à une forme de participation au débat public. Est-ce plus ou moins similaire à ce que tu nous expliques, à cette liberté élargie des journalistes ? Oui, c'est ça. Donc vraiment, là, c'est aussi issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui considère vraiment que les journalistes sont, comme elle dit, les chiens de garde d'une société démocratique. Et donc, le sens contraire, donc, ce serait de limiter la liberté d'expression des journalistes, est vraiment vu comme quelque chose qui pourrait nuire à la démocratie parce que
les journalistes pourraient craindre de ne pas pouvoir s'exprimer comme ils l'entendent, comme ils le souhaitent, par crainte justement de répression et de répercussions sur leur profession, mais également sur leur vie de tous les jours. Et donc c'est aussi pour ça qu'en Belgique, on a ces dispositions particulières, qu'est l'article 25 de la Constitution, avec cette liberté de la presse. Mais cette notion de presse est importante parce qu'il va y avoir un régime spécifique qui va s'appliquer à cette presse, justement pour la protéger d'autant plus. Le régime spécifique qui est prévu, il y a deux facettes principales. D'une part, un régime de responsabilité en cascade. D'autre part, des règles particulières de compétences classiques au niveau des tribunaux pour la presse, pour juger les délits de presse. Peux-tu revenir sur cette responsabilité en cascade ? Ici, je mets de côté tout ce qui est règles internes déontologiques des journalistes, ça c'est quelque chose qui sort vraiment de l'aspect droit public, droit constitutionnel. Mais il y a un système donc, de responsabilité en cascade des propos qui sont tenus via la presse, et c'est inscrit dans la Constitution en elle-même. Une seule personne va pouvoir être responsable de l'éventuel délit de presse. Donc c'est une exception au principe du droit pénal, où là, en droit pénal, il y a un principe avec la complicité, où on va pouvoir avoir un auteur et ses complices qui vont tous être poursuivis et tenus responsables. Pour la presse, ce n'est pas comme ça. Normalement, le principe, c'est qu'une seule personne va être responsable de l'éventuel délit de presse. La première personne, c'est l'écrivain. C'est vraiment la personne physique qui est connue et qui est domiciliée en Belgique. Si jamais cette personne-là n'est pas connue ou n'est pas domiciliée en Belgique, alors on va avoir cette cascade d'autres personnes, c'est-à-dire l'éditeur, et puis l'imprimeur, et puis éventuellement le distributeur. Mais donc, cette responsabilité en cascade a pour objectif que l'écrivain, finalement, le journaliste, va avoir la plus grande responsabilité de ses écrits, et du coup, ça ne devrait pas faire peur à un éditeur, à un imprimeur ou un distributeur de divulguer des propos, quel que soit leur contenu. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est que, par exemple, l'éditeur censure en quelque sorte les propos d'un journaliste ou d'une autre personne qui souhaite écrire et qui n'a pas spécialement cette casquette de journaliste, parce que l'éditeur aurait peur lui-même d'être tenu responsable de ses propos. Donc pour ça, il y a ce principe de responsabilité en cascade qui, donc, comme je l'ai dit, est une exception au principe du droit pénal, qui veut que ce soit vraiment la personne qui écrit qui soit tenue responsable. Le cas échéant, s'il y a un contrat de travail, etc., il y aura peut-être aussi une responsabilité évidemment de l'entreprise, du journal par exemple, mais ça c'est vraiment lié alors du coup au droit du travail. Par rapport à la responsabilité de la presse, on regarde la responsabilité de l'écrivain, personne physique. La notion de presse, comme tu nous l'apprends, recouvre plus que des journalistes. Qu'en est-il des réseaux sociaux ? Un individu qui publie du contenu sur ces plateformes peut-il se cacher derrière la notion de liberté de la presse ? Oui, c'est une question intéressante parce que ça fait vraiment l'objet pour le moment de débats qui sont presque des débats sociétaires, vu que la définition de la presse va avoir une conséquence directe sur la répression qu'on va pouvoir donner. Pourquoi ? Parce que dans la Constitution, donc on a une disposition, j'en ai parlé tout à l'heure, qui dit que le délit de presse doit être poursuivi devant un jury, c'est-à-dire une cour d'assises. Donc lorsqu'il y a un délit de presse, comme un délit politique, ça doit être jugé, poursuivi par une cour d'assises. Il y a juste une exception pour les délits qui seraient inspirés par le racisme et la xénophobie. Donc ceux-là, on les met de côté. Il n'y a pas de modification de compétences au niveau des tribunaux. Pour tous les autres délits de presse, là par contre, il y a une modification de compétences au niveau des tribunaux, parce qu'on est face à des délits qui, normalement, le principe en Belgique, c'est qu'ils devraient être poursuivis, jugés par un tribunal correctionnel, donc un tribunal, comme c'est le tribunal de première instance. Ici, dans la Constitution, on nous dit que le délit de presse, il est jugé par une cour d'assises. Alors il faut savoir que les cours d'assises sont très peu organisées en Belgique parce que ça prend du temps et ça coûte énormément d'argent. Alors du coup, la définition de la presse est importante parce que à partir du moment où on va considérer qu'un délit est de presse ou non, ça va signifier que dans les faits, il va y avoir un risque de poursuite ou non. Ici, à la base, la presse, quand le constituant a écrit la Constitution, on retrouve plusieurs éléments pour définir cette presse, et c'est un écrit imprimé qui est diffusé dans le public. Et donc du coup, on est face à un délit de presse, en tout cas aux origines de la Belgique, lorsqu'on a une atteinte qui est portée au droit
de la société ou d'un citoyen, via l'expression d'une pensée qui est délictueuse ou d'une opinion qui est délictueuse. Et cette atteinte, cette expression se fait dans un écrit imprimé diffusé dans le public. À partir du moment où on a ce délit de presse, pour le poursuivre, donc il faut organiser une cour d'assises, c'est très contraignant. Il y a eu une première évolution dans la jurisprudence de la Cour de cassation. En 2012, la Cour de cassation a fait vraiment un pas important parce qu'elle a considéré que la presse, c'était non pas seulement un écrit qui était imprimé, mais c'était également un écrit qui était numérique. Donc à partir de 2012, on en vient à la conclusion, à suivre la jurisprudence de la Cour de cassation, que ce qu'on écrit sur Internet, si ce sont des propos qui sont l'expression d'une pensée ou d'une opinion délictueuse qui sont diffusés dans le public, même si c'est sur Internet, ça peut être considéré comme de la presse. Et donc, à nouveau, le problème, c'est que si on veut poursuivre ces éventuels propos, c'est très compliqué parce qu'il faut organiser une cour d'assises. Dans les faits, ça ne se fait pas ou vraiment très très peu. On ajoute à cela le fait que il ne faut pas nécessairement la qualité de journaliste pour qu'on soit qualifié de presse. Donc ça veut dire finalement que toute personne qui n'a pas spécialement la qualité de journaliste, mais donc simplement une personne comme vous et moi qui sommes derrière notre écran, qui sur Facebook par exemple, qui est un réseau social avec un public, si on publie quelque chose qui porte atteinte aux droits d'une personne parce que ce sont des propos injurieux, on est dans un écrit parce qu'on l'écrit, c'est numérique, il n'y a pas de problème, on dit que c'est de la presse, c'est diffusé dans le public, donc on imagine qu'on est sur Facebook, sur une page publique, on commet en fait un délit de presse. Donc une personne lambda qui écrit des propos injurieux sur son mur Facebook, à considérer que c'est une page qui est publique, commet un délit de presse. La difficulté, c'est que vu qu'on a cet article de la Constitution qui dit qu'un délit de presse ne peut être jugé que par une cour d'assises, dans les faits, finalement, toutes ces personnes qui écrivent des propos injurieux sur les réseaux sociaux ne vont pas être poursuivies. Ça, c'est la difficulté qui existe pour le moment avec cette jurisprudence de la Cour de cassation. Récemment, il y a eu toute une saga judiciaire parce que des tribunaux, notamment à Liège, le tribunal de première instance de Liège puis la Cour d'appel de Liège, ont essayé de revenir sur cette jurisprudence en disant que c'était manifestement pas ce que le constituant qui a écrit la Constitution donc a voulu. Il n'a pas voulu aboutir à un régime dans lequel finalement tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux lorsque c'est injurieux ne peut pas faire l'objet de poursuite, en tout cas dans les faits ne fait pas l'objet de poursuite. La Cour de cassation n'est pas revenue sur sa jurisprudence, donc ça a été jusqu'en cassation, elle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel et a confirmé sa jurisprudence. Pour la Cour de cassation, peu importe qu'on soit face à des propos qui fassent l'objet d'une logique argumentative ou qui soient plus ou moins développés, tant que c'est bien un écrit qui est public, qui est injurieux, quelle que soit la qualité de la personne, à ce moment-là, on est face à un délit de presse. Et donc c'est vrai que ça peut donner lieu à des situations particulières parce qu'un même propos va pouvoir faire l'objet de poursuites ou non devant des juridictions particulières. Par exemple, si on a un journaliste qui rédige un article dans une gazette locale et qui tient des propos injurieux, là on est face à un délit de presse. Normalement, il faudrait donc organiser une cour d'assises si on veut le poursuivre. Ce ne sera pas fait. Par contre, si ce même journaliste tient exactement les mêmes propos dans une vidéo YouTube, par exemple, qui n'est donc pas un écrit, ça n'a jamais été considéré comme de la presse au sens donc, de la Constitution parce que ce n'est pas un écrit, à ce moment-là, par contre, on pourrait être face à quelque chose qui pourrait faire l'objet de poursuites devant un tribunal correctionnel parce qu'on n'est pas face à un délit de presse, on est simplement face, par exemple, à quelque chose qui tombe sous le coup d'une autre loi, même par exemple des propos négationnistes. Là, on pourrait dire, si c'est des propos négationnistes sur YouTube, ça peut faire l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel. Si ces mêmes propos négationnistes sont écrits soit sur le site internet d'un journal sur Facebook ou bien dans un journal papier, là on sera face à des propos qui peut-être ne pourraient pas faire l'objet de poursuites si on considère que c'est un délit de presse. La logique de la responsabilité en cascade est-elle également valable pour les réseaux sociaux ? Si on considère que c'est de la presse, oui, tout à fait, ça vaut aussi pour les réseaux sociaux. Avec la difficulté que ces entreprises ne sont pas nécessairement sur le sol belge ou européen.
C'est ça, et donc là il y a des difficultés de droit applicable, ce n'est pas toujours clair. On sait par exemple que pour certains droits, pour certains règlements, pour certaines lois, on doit appliquer donc nécessairement le droit du pays de diffusion. Donc on voit ça par exemple avec le RGPD, même si on a Facebook qui a peut-être son siège aux États-Unis, il doit appliquer, s'il diffuse son contenu en Belgique, il va devoir appliquer des règles du RGPD qui s'appliquent en Belgique, mais ce n'est pas ainsi pour toutes les dispositions légales, donc ça peut aussi poser des difficultés. Avant de conclure cette rencontre, j'ai une dernière question. Quelle est ta réaction en tant que juriste spécialisé dans le domaine par rapport à cette phrase que nous avons déjà probablement tous entendue? Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Et quel est ton avis sur la cancel culture? En tout cas, je pense que ce que je viens d'expliquer ici avec le délit de presse et l'évolution sur le numérique montre en tout cas une facette contraire, qui est que finalement, aujourd'hui, on peut encore dire beaucoup de choses sans risquer d'être poursuivi en Belgique, en tout cas, parce qu'ici, on parle bien d'un régime belge. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Quand on voit les réseaux sociaux à l'heure actuelle, moi j'ai plutôt même une crainte de ce que finalement tout le monde peut tout dire, souvent sous le couvert de l'anonymat. Maintenant, on voit aussi une autre facette, qui est que en fonction des sensibilités d'une société, de l'évolution de la société, il y a des propos qui peuvent fort choquer, et je pense aussi que c'est ça l'évolution. D'une décennie à l'autre, on va se rendre compte qu'il y a certains propos qui vont vraiment très fort choquer. Pour le moment, moi j'ai le sentiment qu'on est vraiment, que les propos qui choquent sont vraiment ceux qui concernent l'orientation sexuelle. Pour le moment, ça choque très fort, alors que certaines choses peut-être ont été laissées un peu de côté, alors que ces mêmes propos auraient plus choqué il y a 10 ans. Donc il y a aussi une évolution de la société, mais je n'ai pas l'impression que plus qu'avant, on ne peut plus rien dire. Avec Internet, avec l'évolution des réseaux sociaux, j'ai même personnellement l'impression que plus que jamais, on peut dire plein de choses. Je te remercie Zoé pour cet échange et ces éclaircissements. Et merci à vous pour votre écoute. C'était un podcast proposé par Popex. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à la partager. À très vite.